notre université. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de cette présentation. Je m'appelle Taketo. Est-ce que vous m'entendez? Donc, comme vous venez d'entendre, j'ai été longtemps professeur à la faculté de médecine. Et aujourd'hui, je suis professeur, je suis responsable de l'enseignement de l'anglais dans l'Institut de hautes études internationales. Et je voudrais donc remercier les membres de cet institut. Je vais vous maintenant aujourd'hui présenter les initiatives mises en œuvre à l'université de Kyoto. Donc, je vais le faire à la base des deux exposés précédents, c'est-à-dire celui du professeur Martinez et l'autre du professeur de Faïs. Et donc, je vais vous présenter aussi notre point de vue quant à l'enseignement de l'anglais ou la place de l'anglais dans l'enseignement supérieur. Donc, quand nous disons aux étudiants d'accorder l'importance à sa langue maternelle avant d'apprendre toute langue étrangère. Alors, qu'est-ce qu'une langue maternelle? En anglais, c'est mother tongue. Donc, c'est la langue justement qui est parlée par la mère et donc que le bébé entend tout au long de sa croissance. Donc, donc il y a des dialectes au Japon. Donc, nous avons des dialectes Kanto et des dialectes de Kyoto, qui sont ce sont des dialectes qui se trouvent plus facilement dans les livres classiques, dans la littérature classique. Il y a le problème de l'identité nationale, culturelle, ethnique. Il y a le problème aussi du standardisation d'une langue maternelle. Donc, je vous ai parlé des différents dialectes de Kanto et celui de Kyoto. Nous avons un roman qui a été écrit par une femme qui s'appelle Makura no Soshi. Et donc, j'ai essayé de transcrire ce passage du roman de Seisho Nagon. Donc, ça, c'est en hiragana. Donc, avec un accent de Kyoto. Alors, quand on lit, quand on entend phonétiquement, on comprend toutes les nuances de ce passage. Donc, nous avons une langue standard et des dialectes. J'ai un peu étudié le français. Il y a des devinettes. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau de Rhône? La réponse, c'est un, est-ce un bateau? Non, c'est un accent circonflexe. Donc, eau, ça veut dire eau, comme eau et l'eau. Donc, c'est une devinette. Alors, par exemple, la place de l'accent, par exemple, sur le O. Donc, il y a un comité en France qui donne la définition de l'écriture de différents mots. Donc, il y a une discussion annuelle pour décider l'écriture standard du français. Et en anglais, donc il y a l'anglais standard et il y a des critères. Par exemple, il y a dans la revue scientifique Nature exige certains critères pour être remplis par toutes les contributions faites à cette revue.
Donc, les Anglais ont travaillé longtemps pour mettre en place un orthographe anglais standard. Autrement dit, il y avait beaucoup d'écritures possibles pour l'anglais. Au Japon, c'était pareil. Nous avons un caractère qui se prononce tsuji. C'est pas un caractère chinois, mais c'est un kanji qui a été inventé au Japon. Donc, il y a plusieurs écritures, plusieurs polices quand vous tapez vous saisissez pardon avec votre computer Tsuji et professeur Abe Abe Tetsuji qui est spécialiste de l'écriture dans les kanji en Chine, utilisés en Chine. Il y a 2 types sont acceptables. Donc, dans l'histoire, l'une a été utilisée plus que l'autre, mais dans une autre période historique, c'était l'opposé. Donc, ce n'est pas une question fondamentale pour les Chinois. Mais nous avons le Conseil de langue maternelle dont le travail a été relayé par l'Agence de la culture. Donc, mais ils n'ont pas encore arrivé à une conclusion unanime quant à l'écriture de ce caractère. Alors, qu'est-ce que le japonais? Il y a eu très peu de discussions pour définir la langue japonaise. Mais à l'origine, il y avait une langue japonaise d'origine urale-altaïque. Et ensuite, pendant les 5e, 6e siècles, la langue chinoise a été introduite avec le bouddhisme. Et les caractères chinois ont été utilisés pour inventer des écritures japonaises qui s'appellent kana. Et en même temps, la prononciation fidèle à la prononciation chinoise a été stabilisée, mais en même temps, la lecture des caractères chinois en appliquant la prononciation japonaise des mots qui ont la même signification. Ici, vous voyez un exemple d'un poème japonais. Le premier caractère porte le sens et les autres sont utilisés comme les alphabets. Ensuite, un peu plus tard, les caractères chinois ont été utilisés parallèlement avec les kana. Il y a eu un mélange. Les caractères chinois ont été utilisés tels quels et le premier document écrit en japonais officiel a été écrit en chinois au Japon. Après, les expressions de composition de plusieurs caractères chinois ont été créés et voici le premier dictionnaire qui a été publié au XIIe siècle. Et les premiers caractères que nous apprenons, c'est d'abord le père et le caractère chinois signifie le père et la prononciation est appliquée avec la prononciation japonaise. Et ici, la couverture d'un roman japonais. Et vous voyez les caractères chinois et vous reconnaissez le nom d'une région Echigo et les autres caractères se lisent selon la prononciation chinoise. Il y a un mélange de caractères qui se lisent avec la prononciation japonaise et d'autres qui se lisent avec la prononciation chinoise. Et quand j'étais petit, Kato Shuichi a écrit un article très célèbre sur la culture japonaise. Et lorsqu'on se demande qu'est-ce que la langue japonaise, et c'est un composite de langue d'origine chinoise et une langue d'origine japonaise. Et il y a eu beaucoup de critiques sur la monopolisation des langues par l'anglais. Et
pour réfléchir pourquoi ça pose des problèmes. L'anglais, 3/4 des courriers du monde est écrit en anglais. Tous les contrôles d'aviation se font en anglais. 80% d'informations sont écrites en anglais. Et pour tous les systèmes d'opération, presque tout le langage est écrit sur la base d'anglais. Mais dans les pays de l'Union européenne, l'utilisation des langues est un peu différente parce que le plurilinguisme a été posé comme le principe le plus important. Et il y a des commissions spécialisées sur cette question. Et tant que je sache, c'est une grecque qui préside cette commission. Et beaucoup de langues sont parlées dans le monde entier, dans l'Union européenne, et l'allemand est le plus parlé. Et plus de la moitié des adultes comprennent l'anglais. Mais 24 pays, 24 langues sont reconnues comme langue officielle. Mais sur le plan réel, c'est le français, l'anglais et l'allemand. Et l'anglais est le plus couramment utilisé. Donc, c'est ainsi que l'anglais est à tout prix enseigné. Alors, nous pourrons nous demander maintenant ce que c'est que l'anglais. Et il n'y a pas eu beaucoup de discussions et moi non plus, je n'ai pas eu d'expérience personnelle. L'anglais actuel a été structuré par 3 invasions et une révolution de langue. Selon l'histoire de l'Angleterre, il y avait la population celtique et il y a eu des invasions germaniques. Ensuite, au VIe siècle, le christianisme est arrivé et qui avait la langue latine et le grec. Entre 8e et 11e siècle, il y a eu l'invasion des Huns, des invasions des Vikings. Et le plus grand changement est en 1066, en Normandie. Il y avait un dialecte et les Normands ont envahi l'Angleterre et c'est sous cette invasion de Français, beaucoup d'Anglais ont commencé à parler français, mais l'anglais n'a pas été enseigné en Angleterre. Dans ce contexte, la langue des Normands a apporté un grand changement dans la langue anglaise. Alors, les points communs entre l'anglais et le japonais. Nous relevons un certain nombre de points communs. Au début, il n'y avait pas de langue écrite, mais très tôt, l'anglais a été écrite et comme le japonais, il y a eu des introductions de latin, de grec, comme en anglais, comme l'introduction de chinois au japonais. Alors, les points divergents, qui est très important. Le Japon n'a pas été envahi par les pays étrangers. Le Japon a été dominé par les pays, les Américains, mais il n'y a pas eu d'invasion sur le plan linguistique. Mais en Angleterre, il y a eu des invasions et qui a eu des conséquences sur le plan linguistique. Voilà
un point très différent. Les Japonais ne manipulent pas très bien l'anglais et peut-être on pourra trouver une des causes dans le fait que la langue japonaise n'a jamais été sous le contrôle d'autres langues étrangères. Et beaucoup d'enfants japonais ne maîtrisent pas l'anglais, ils sont capables d'écrire. Il y a beaucoup de mesures à appliquer, par exemple, mettre l'importance sur la pratique orale, recruter beaucoup de professeurs natifs. Mais dans la réalité, on pourra avoir le temps de discuter plus en détail, mais en réalité, le nombre de mots enseignés, le nombre de mots anglais enseignés est beaucoup moins important et le contenu de l'enseignement de l'anglais est bien allégé. Alors, pour savoir pourquoi, parce qu'on n'a pas besoin d'anglais pour vivre au Japon et l'anglais n'a jamais été imposé réellement. Et lorsqu'on va à l'étranger, soit envoyé par leur société, entreprise, on peut vivre sur place sans quitter la communauté des Japonais. Et ce n'est pas seulement les Japonais qui ne maîtrisent pas l'anglais, mais dans l'attitude des Japonais consiste à dire que je peux vivre sans anglais. Alors, l'enseignement en anglais à l'université de Kyoto, la situation est complètement différente. Il faut observer la situation avec un point de vue complètement différent. Par exemple, les anciens élèves de l'université de Kyoto doivent être capables de travailler dans un contexte international. Et pour être intellectuel, il faut maîtriser au moins une langue étrangère. Et pour comprendre vraiment bien le japonais, il faut maîtriser une langue étrangère. Et nous avons écouté deux intervenants qui ont insisté sur le danger de monopolisation ou invasion de l'anglais, mais dans les domaines scientifiques, dans chacun des domaines, dans chacune des branches, la situation se diffère d'un domaine à l'autre. Et c'est pourquoi il faut regarder plus en détail les situations. Et pour enrichir les personnalités, il y a beaucoup de questions à résoudre avant l'introduction, avant l'enseignement de l'anglais, bien sûr. Et de façon plus concrète, à l'université de Kyoto, un projet a été présenté tout à l'heure, étudier des disciplines différentes en anglais. Et c'est l'exigence de la part du gouvernement. Et si une université ne répond pas à cette exigence, elles peuvent rester tranquilles. Mais lorsque une université répond à cette exigence, on peut avoir une subvention très importante. Et la définition de l'anglais a été modifiée comme English for Academic Purpose, qui s'appelle EAP. Et à partir de cette année, tous les étudiants qui entrent à l'université de Kyoto sont obligés de passer TOEFL. Et il y a plusieurs façons de mesurer, d'évaluer leurs compétences, mais c'est dans le but de faire les statistiques et qu'on oblige tous les étudiants à passer le TOEFL. Ensuite, l'idée de IAP, c'est-à-dire English for Academic Purpose, il y a d'abord un point qui s'appelle English for General Academic Purpose. Ensuite, English for Special Academic Purpose. Et c'est pour les niveaux qui est au-delà de la licence, c'est-à-dire au niveau maîtrise et doctorat. Et M. Kitano a fait allusion.
cette année 23 enseignants étrangers. Le mot étranger n'a pas une bonne connotation, mais moi j'ai vécu 14 ans aux États-Unis et je parle très bien anglais, mais j'ai la nationalité japonaise et donc je n'ai pas été recrutée. Et il y a eu beaucoup de discussions sur le critère de recrutement. Et comme nationalité, 4 Anglais, autres Européens 6, 4 Américains, 3 Asiatiques, 2 Australiens. Et ces professeurs sont chargés de faire des choses suivantes, c'est-à-dire ils font des cours en anglais dans leur spécialité. Mais en même temps, dans le cadre de EGAP ou ESAP, ils donnent des cours aussi en anglais. Alors, avec cette modification, est-ce que on peut réaliser l'amélioration du niveau d'anglais des étudiants? Mais ce n'est pas si simple que ça. Nous savons très bien et nous avons compris que dans la faculté de médecine, depuis 10 ans, 110 étudiants entrent en université et ils publient un manuel et ils offrent aux étudiants. Le manuel est intitulé Essential Cell Biology. Et en petits groupes, ils font des études avec ce manuel, 2 cours par semaine de 90 minutes, tous les mercredis après-midi. Et ce sont des tuteurs qui font les cours. Et c'est pourquoi les étudiants, le cours consiste à lire tout simplement ce manuel où il y a des groupes qui font des expériences. Et l'évaluation se base sur la présence. Et à la fin de l'année, un tiers des étudiants achètent la traduction de ce livre publié en anglais. Et tout simplement, les étudiants ont lu l'anglais et ils ont compris et grâce à la traduction en japonais. Alors, quelles sont les solutions pour l'amélioration? Il faut que l'évaluation soit plus rigoureuse pour que les étudiants doivent faire des efforts, mais il y a beaucoup de réglementations très compliquées imposées par le ministère de l'Éducation. Mais on sait dans quelle orientation il faut faire des efforts pour améliorer la situation. Alors, j'ai terminé ma présentation, mais j'aimerais bien réfléchir ensemble sur la question de baccalauréat en anglais en France et comparer avec les questions de l'examen d'entrée à l'université de Kyoto, le sujet d'anglais. Et comme il y a des inquiétudes, des doutes sur la réforme de l'enseignement effectué à l'université de Kyoto, et j'aimerais bien y réfléchir. Et comme on constate qu'il y a une crise dans l'enseignement de l'anglais, non seulement dans l'université de Kyoto, mais dans le Japon en général, j'aimerais bien repasser le micro à M. Kitano.